Ok, super. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous et toutes. Merci à Francine, merci Blab de nous donner la parole pour intervenir sur le sujet suivant. Quels sont vos droits donc en tant qu'employeur, sous-entendu sur les créations de vos salariés? Peut-être d'abord en un mot, évacuer tout ce sur quoi ne portera pas cette intervention, qui est de toute manière dans un format très réduit, donc on va aller droit au but. Une création de salarié, c'est uniquement ce qui est lié aux droits d'auteur. Donc ne sont pas concernés tout ce qui va relever des brevets. Il y a des discussions actuellement d'ailleurs avec France Immersive là pour faire une intervention learning sur le sujet des brevets. Ce n'est pas non plus les dessins et modèles, et ça n'est pas non plus les marques, le droit des marques. Donc uniquement le droit d'auteur. Le droit d'auteur, en un mot, qu'est-ce que c'est? C'est un droit qui est accordé à un auteur, un créatif, a priori, pendant 70 ans, à compter de son décès. Et le seul critère qui est posé par la loi, c'est que la création soit originale. Alors ça veut tout et rien dire. L'originalité, c'est pas la nouveauté. L'originalité, c'est pas la distinctivité. Mais il faut donc démontrer une démarche créatrice, éventuellement artistique, mais pas que, parce que ça va toucher beaucoup de choses, la musique, la sculpture, le cinéma, l'écriture, mais ça peut être aussi des programmes d'ordinateur, ça peut être des programmes télévisés, des jeux vidéo. Donc vraiment, le droit d'auteur se retrouve partout, et donc du coup, y compris dans le monde de l'entreprise. On se pose la question de savoir souvent qui est propriétaire de la création qui est réalisée par le créateur, par l'auteur. Alors là, la question, elle est assez limpide, même très limpide. Le principe, c'est qu'en droit d'auteur, seul l'auteur, le créateur, est propriétaire de tous les droits qui sont liés à son œuvre, en quelque sorte. Le code de la propriété intellectuelle, là-dessus, il est très très clair, puisqu'il nous dit expressément « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Donc c'est lui vraiment le créateur, l'auteur qui détient tous les droits sur son œuvre. Et la signature d'un contrat de travail ne va pas venir s'opposer à ce principe. En fait, ça ne va pas suffire pour entraîner une cession automatique ou implicite des droits détenus par l'auteur directement à son employeur. D'où l'intérêt de bien organiser en fait les sessions et de bien organiser en amont avec son salarié tout ce qu'il y a à faire pour mettre en place cette cession des droits qui vont être liés à l'œuvre. Alors, il y a évidemment des exceptions, sinon c'est pas drôle. On a une première exception qui est assez connue, qui est celle des journalistes, puisque les journalistes, la loi cède immédiatement à leur employeur les droits sur l'article qu'ils ont pu écrire. Et puis, il y a une autre exception qui est très importante, qui est celle des logiciels. Concernant les logiciels, là aussi, la loi emporte une cession automatique des droits pour l'employeur. Et ça va même très loin, puisque pour les logiciels, le droit moral de l'auteur du logiciel, il est très réduit. Ça veut dire qu'en pratique... Peut-être distinguer ce qu'est le droit moral du droit patrimonial. Quand un droit d'auteur existe, quand une œuvre est reconnue, il existe sur cette œuvre deux types de droits. Un droit patrimonial, un droit pécuniaire qui permet notamment d'exploiter commercialement cette œuvre, et un droit moral qui appartient exclusivement à l'auteur et qui est très contraignant, puisque ce droit ne peut pas être cédé, même si on le souhaite, on ne peut pas. Il est imprescriptible, c'est-à-dire que ça va même au-delà de la mort de l'auteur. Et alors, il est imprescriptible, inaliénable et incessible. Donc ce droit moral, il est extrêmement strict. En revanche, le droit patrimonial, le droit de reproduire l'œuvre, c'est typiquement ce sur quoi l'employeur peut se voir céder les droits de son employé pour avoir le droit d'exploiter commercialement l'œuvre. Exactement, et le droit moral, c'est assez difficilement définissable. En fait, on va parler d'un droit moral d'un auteur sur une œuvre. On peut prendre un exemple concret
d'une œuvre ou d'un article ou d'un livre, par exemple, hein, qui peut être écrit, et puis l'employeur va faire des modifications. En fait, l'auteur va pouvoir s'opposer à ces modifications si ça porte atteinte à son honneur, par exemple, si ça vient à l'encontre de l'honorabilité de l'œuvre qu'il avait pu mettre en place. Donc c'est assez impalpable, en fait, comme... Il y a quelques critères posés par la jurisprudence. Le droit moral, ça va être ce qu'on appelle le droit de paternité, c'est-à-dire que l'auteur a toujours le droit de voir son nom associé à une œuvre. C'est le droit de repentir, c'est-à-dire c'est le droit de faire retirer une œuvre. C'est le seul sur lequel on peut considérer que l'employeur a quand même un droit, parce qu'une fois qu'il s'est vu céder les droits et qu'il a payé, heureusement, le droit de repentir ne peut plus s'appliquer. Ça va être le droit d'intégrité de l'œuvre. Donc, vous faites une photo, par exemple, vous êtes l'auteur d'une photo. Si vous cédez vos droits, la personne à qui vous avez cédé vos droits n'a pas le droit de la recadrer, de changer les photos, de changer le format. Voilà global. Et donc, du coup, effectivement, tout ce qui touche au caractère peut-être purement moral de l'œuvre, ne pas transformer l'œuvre dans un but qui n'était pas initialement le sien. Et ce qui me fait rebondir en fait sur la spécificité des logiciels, où effectivement là le droit moral de l'auteur du logiciel est très limité, puisque en pratique l'employeur va pouvoir apporter quand même des modifications à ce logiciel, sauf si vraiment ça porte atteinte à la réputation de l'auteur du logiciel, ce qui est quand même assez rare de manière générale. Et donc du coup l'exemple du logiciel est bien la preuve que, bien qu'il y ait une démarche créative, c'est pas forcément le droit d'auteur exclusivement limité au terrain artistique. Les logiciels, on est quand même en matière informatique, et pour autant, le droit d'auteur, le codage en fait, peut être protégé par le droit d'auteur. Alors on se pose souvent la question aussi de savoir quelles sont les rémunérations appropriées pour des sessions, et notamment quand on a un contrat de travail. On se demande si la rémunération qui est prévue dans le contrat de travail, elle suffit. Alors, elle suffit à couvrir la session. Couvrir la session, ouais. Exactement. Alors, il y a quelques années, dans les années, avant les années 90, il y avait un grand courant jurisprudentiel qui considérait un petit peu, en dépit des dispositions du Code de propriété intellectuelle, que le contrat de travail, ça valait plus ou moins cession implicite de l'œuvre à l'employeur, et donc qui disait cession implicite disait qu'il n'y avait pas forcément de rémunération supplémentaire. Et en 92, la Cour de cassation est venue vraiment apporter un virement là, sur cette position doctrinale et a imposé qu'il y ait vraiment une cession distincte de l'œuvre créée par le salarié. Donc, qui dit cession distincte dit forcément rémunération distincte, et c'est vraiment prévu également dans le Code de propriété intellectuelle de cette manière, puisque dans le Code de propriété intellectuelle, on nous dit bien que l'acte de cession doit comporter pour son auteur une rémunération spécifique. Donc globalement, quand vous avez un salarié qui est susceptible d'être un auteur ou qui va créer une œuvre sur laquelle vous souhaitez avoir des droits, eh bien, il faudra rétribuer cette cession de manière indépendante de la rémunération qui est déjà prévue. Alors après, il y a plein d'astuces et de trucs qu'on peut mettre en place dans les contrats de travail. Il faudrait que ce soit proportionné, mais à tout moment, il faut que ce soit déterminable comme rémunération, déterminée. Ouais. La nature proportionnelle, c'est proportionnel à l'exploitation qui va être faite de l'œuvre. Par exemple, si je suis employeur et que je rémunère spécifiquement mon salarié pour avoir le droit d'exploiter une des photos qu'il a faites, c'est un exemple facile. Si je vends 10 photos, je suis censé le rémunérer à hauteur de ces 10 ventes. Si j'en vends 100, je suis censé le rémunérer à hauteur de ces 100 ventes. Mais il y a des cas dans lesquels on ne peut pas dénombrer en fait, le nombre d'œuvres qui va être exploité. Et c'est dans ce cas-là qu'on tombe dans l'exception, c'est plus proportionnel, c'est forfaitaire. Mais sur la fiche de paye, il faut clairement qu'on voit la distinction entre son salaire de base et sa rémunération qualité d'auteur. Exactement, il ne faut pas qu'il y ait de confusion possible entre la rémunération classique et les droits qui viennent rémunérer la scission. À défaut, il y a des revendications possibles des salariés derrière qui vont pouvoir vraiment revenir auprès de leur employeur, se faire rémunérer cette partie-là vraiment identifiée. Donc on a vu, l'employeur a beau payer un salaire, pour autant il n'est pas propriétaire des droits, il doit spécifiquement rémunérer. Il y a des conditions de forme, on y reviendra tout à l'heure.
Et malgré tout ça, imaginons l'employeur qui respecte tout ça, il paye spécifiquement son employé, c'est bien distingué sur sa feuille de paye, c'est bien proportionnel à l'exploitation qui est faite de l'œuvre. Pour autant, l'employeur n'a pas le droit de faire tout ce qu'il veut. Alors on l'a vu, il doit déjà respecter le droit moral. Il a beau avoir payé tout ça, ça reste son salarié qui est auteur de l'œuvre, donc il n'a pas le droit de ne pas citer son salarié, comme on l'a dit, il n'a pas le droit d'atteindre à l'intégrité de l'œuvre. Mais en plus de ça, l'employeur doit spécifiquement prévoir, dans le cadre d'un accord de cession avec son salarié, en général, donc ça va être dans le contrat de travail, souvent, tous les supports sur lesquels l'œuvre va être exploitée. C'est-à-dire que si l'employeur n'a pas prévu un mode de support d'exploitation, que ce n'est pas prévu dans le contrat de travail et qu'il le fait quand même, il va être contrefacteur. Alors il y a des clauses types qui existent en France, je dis ça parce que c'est différent, l'équivalent du droit d'auteur français c'est copyright, aux États-Unis notamment. Vous pouvez prévoir dans un contrat de travail la possibilité d'exploiter l'œuvre sur tout support existant ou à créer. C'est-à-dire qu'objectivement, dans les années 80, personne n'imaginait Internet, je suppose. Et aujourd'hui, donc, par exemple, notamment le métavers, et peut-être encore d'autres modes de diffusion des œuvres qu'on ne connaît pas encore. Il est possible de prévoir ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut absolument que le contrat précise non seulement donc, la rémunération, mais aussi les supports sur lesquels l'œuvre va être exploitée. Se pose aussi la question de que se passe-t-il lorsqu'il y a plusieurs salariés qui contribuent à la création d'une seule et même œuvre, et surtout quand l'employeur lui-même va également participer. Ce qui est très fréquent. Ce qui est très fréquent. Alors il participe, l'employeur, de manière distincte, il peut donner les moyens, dire voilà, je mets à votre disposition les ordinateurs qui vont bien, les ressources nécessaires, mais je ne participe pas à l'effort créatif, je mets juste les moyens. Bon là je vous le dis tout de suite, du coup l'employeur n'est pas auteur. L'employeur ne pourra être considéré virtuellement comme auteur si non seulement il met les moyens, mais qu'il est aussi à la direction de la création, c'est-à-dire qu'il va être dans tout le processus créatif, il va en être à l'initiative, il va intervenir à chaque étape et il va mettre les moyens. C'est ce qu'on appelle une œuvre collective, c'est une fiction juridique qui permet précisément de venir valoriser les investissements qui ont été faits. Je dis l'employeur là parce que c'est notre sujet d'aujourd'hui, mais ça peut être un producteur, ça peut voilà. Donc qui va lui permettre en fait virtuellement de venir récupérer la création comme si c'était lui qui avait tout fait. Ça n'empêche pas pour autant de se prémunir d'un risque en faisant tout ce qu'on s'est dit avant, c'est-à-dire quand même prévoir dans le contrat de travail tout, la cession, le montant, au cas où il y a un débat un jour pour savoir si c'est vraiment une œuvre collective ou pas. Et en général, on oppose l'œuvre collective à l'œuvre de collaboration. L'œuvre de collaboration, c'est quoi ? C'est le cas dans lequel l'employeur n'intervient pas dans le processus créatif. C'est les salariés tout seuls qui créent entre eux. Ils créent d'une telle manière qu'on peut distinguer qui a fait quoi. Dans une chanson, on sait qui a fait la musique, on sait qui a fait les paroles. Dans un ouvrage, c'est assez simple, on sait qui a fait le chapitre 1, Monsieur Machin, et on sait qui a fait le chapitre 2, Monsieur Machin. Auquel cas, là, l'employeur, s'il prévoit rien, il est propriétaire de rien, et chaque salarié est propriétaire de sa part de création. Donc voilà, donc oui, il est possible d'encadrer tout ça, malgré que plusieurs salariés contribuent à une seule et même création, et bien que l'employeur n'ait pas participé du tout dans le process, il peut se voir céder les droits, et il faut bien le prévoir en amont. Alors, juste peut-être pour résumer et conclure tout ce qu'on s'est dit, vous avez vu, pas de cession implicite, donc il faut faire un contrat, il faut faire des écrits pour essayer de préserver vos droits d'employeur sur toutes les créations et les œuvres que vos salariés vont pouvoir élaborer au cours de leur contrat de travail. Et il faut des écrits suffisamment précis avec des mentions suffisamment distinctes pour que l'ensemble de l'exploitation de l'œuvre soit vraiment possible. Le code de la propriété intellectuelle, encore une fois, là-dessus est vraiment très exigeant puisque il exige vraiment qu'on distingue tous les droits. Il est exigeant parce qu'il est ultra protecteur de l'auteur, donc du salarié. Et donc l'employeur, d'entrée de jeu, de par la loi, est mis dans une situation
défavorable, défavorable, qui peut renverser en faisant les bonnes clauses, en faisant signer les bons contrats. Voilà, les bonnes clauses, les bons contrats, en revoyant de manière assez régulière l'ensemble des créations qui peut être faites par ces salariés pour remettre à jour les clauses qui sont dans les contrats de travail. Et en principe, si tout ça est fait de manière régulière et vraiment précise, il n'y a pas de difficulté. On peut utiliser les offres qui ont été créées par nos salariés. Ça demande quand même un contrôle et une sorte de monitoring quand même régulier. Donc ça c'est il faut absolument un écrit. Il faut absolument un écrit, il faut des mentions distinctes, il faut des mentions très précises. Par exemple, quand on cède un droit de reproduction, ça n'emporte pas la cession d'un droit de représentation et réciproquement. Donc il faut vraiment viser de manière très détaillée l'ensemble des droits patrimoniaux dont tu as parlé tout à l'heure, en les détaillant vraiment de manière très précise. Et puis, en ayant toujours à l'esprit que en cas d'ambiguïté dans un contrat, le juge tranchera toujours en faveur de l'auteur et donc du salarié. Même si ce n'est pas un salarié, même dans un autre processus créatif, c'est toujours l'auteur qui sera privilégié par le juge parce que la loi impose au juge, s'il y a une ambiguïté, de protéger l'auteur. Exactement, c'est vraiment une loi d'interprétation très stricte, doublée à un code du travail où le doute de manière générale va profiter aux salariés. Donc on est forcément... Oui, là c'est un cumul... c'est un cumul des facteurs qui ne vont pas forcément en faveur de l'employeur. Voilà, il faut faire vraiment attention aux clauses. Exactement, il faut faire attention aux clauses. Et on pourrait penser que... ça fait 70 ans qu'il y a de la jurisprudence sur le sujet et qu'on pourrait se dire que ça a été... vu, et 70 ans d'une jurisprudence sur la base de textes qui sont très stables globalement, et pour autant il y a toujours et encore de l'actualité jurisprudentielle. Et récemment. Et très récemment, c'est dire si ça reste des sujets ouverts. Il y a moins d'une semaine, la Cour d'appel de Paris, qui fait quand même référence en France, a rendu un arrêt, alors qu'on pourrait penser que ça a été vu et revu tous ces sujets. Eh bien non. Parce que le principe, c'est qu'en théorie, un auteur n'a pas le droit de céder sur des œuvres futures, c'est-à-dire des choses qu'il n'a pas encore réalisées. Or, un salarié, quand on lui fait signer un contrat de travail, c'est nécessairement pour des choses qu'il va faire à l'avenir. On pourrait supposer que le salarié arrive avec des œuvres qu'il a déjà réalisées, déjà créées. C'est peu probable. En général, on le fait signer à une date à laquelle il n'a encore rien créé, en tout cas rien créé pour l'entreprise. Donc le juge, là en l'occurrence la cour d'appel, doit trouver le juste milieu, marche un peu sur la ligne de crête entre, d'un côté je dois quand même préserver l'intérêt de l'employeur qui a le droit de faire signer des contrats et qui a le droit d'aller demander à ses salariés de créer pour lui, en respectant tout ce qu'on s'est dit, la rémunération distincte et compagnie, et en même temps le code de la propriété intellectuelle qui a prévu qu'on ne pouvait pas céder les œuvres futures. Et la solution de la Cour d'appel est favorable à l'employeur. Elle trouve justement cette ligne de crête qui permet à la fois de respecter la loi, puisque l'arrêt vient dire que lorsqu'un employeur demande à son salarié de céder des œuvres sur, en gros, son temps de travail, en fait, ça n'est pas considéré comme une cession globale et générale, qui est par ailleurs interdite. Ça reste suffisamment circonstancié pour que ça soit légal. Donc cet arrêt permet aux employeurs de souffler et de leur assurer qu'ils peuvent parfaitement signer des clauses de cession avec leurs salariés, sans quoi, clairement, c'était un peu la mort de toutes ces clauses de cession que signent les employeurs. Et on aurait été dans une insécurité juridique telle que forcément la Cour était obligée d'aller dans ce sens-là. Alors là, on a une petite fenêtre de sécurité juridique jusqu'à la décision de la Cour de cassation qui peut arriver derrière. Mais effectivement, ça permet d'avoir un petit peu d'air. Ça va quand même dans le sens d'une flexibilité aussi des relations du travail qui est quand même aujourd'hui d'actualité, puisqu'on essaie quand même de rendre les relations de manière générale de travail beaucoup plus fluides et souples qu'avant. Donc ça va permettre, j'espère, de développer aussi la création et les talents, puisque je pense que ces carcans qui sont posés parfois par le code de la propriété intellectuelle, ça peut ne pas inciter suffisamment le développement de la création et des œuvres au sein de l'entreprise. Donc on espère que ça va ouvrir encore plus les talents des salariés dans l'entreprise. Voilà, on a tenu les 20 minutes en essayant d'aller le plus vite possible. Est-ce qu'éventuellement il y aurait des questions ?
Il y a un chat, c'est ça? Est-ce que... On n'en a pas. Tout est clair. Est-ce que vous avez peut-être des trucs vous rajouter de votre côté? Non, on peut résumer le propos, hein. Le droit d'auteur se retrouve partout, donc y compris, et j'ai presque envie de dire en ce moment, surtout dans le milieu informatique. Coder, c'est inventer, donc voilà, l'un n'exclut pas l'autre. Il y a par ailleurs d'autres droits qui existent sur les bases de données, donc il y a d'autres droits qui peuvent venir se cumuler, donc des surprotections, mais il y a déjà et avant tout le droit d'auteur. Toujours penser que l'employeur, par la loi de la propriété intellectuelle et du droit du travail, est mis dans une situation défavorable, mais qui peut renverser cette difficulté en étant attentif, en ayant des clauses claires, peut-être revues avec un conseil. Il vaut mieux avoir un conseil au début, prendre une consultation d'1 heure plutôt que d'avoir un procès qui dure 1 an et demi juste pour la première instance. Comme c'est quand même une protection qui court 70 ans à compter de la mort de l'auteur, on peut penser que les enjeux financiers sont tels que ça mérite de se poser des questions 5 minutes plutôt que de considérer que la propriété intellectuelle, bon, c'est pas très prégnant, on verra ça plus tard, non. C'est souvent le cas dans les contrats de travail, oui. C'est souvent des sujets qui sont traités par des DG, des DRH, etc. Et ces notions de propriété intellectuelle, elles sont vraiment à la marge du droit social, du droit du travail. Donc on n'y pense pas forcément automatiquement. Alors qu'elle peut avoir des conséquences dramatiques. Avoir des conséquences incroyablement dramatiques financièrement pour l'entreprise. Et pour la réputation de l'entreprise, aussi de manière générale. Et peut-être plus généralement, au-delà même des relations employeur-employé, tout ce qu'on vient de dire est également vrai avec des prestataires. Si vous faites appel à des prestataires, regardez de très très près les clauses de cession de droits. Tout ce qu'on vient de dire est parfaitement vrai pour les prestataires aussi. On a eu... Alors les stagiaires aussi, il faut faire très attention aux stagiaires parce qu'ils peuvent être très créatifs et il y a des cessions de droits qui peuvent être compliquées. Il y a une réforme très récente d'ailleurs sur le sujet en faveur de la protection des stagiaires. Et on a eu très récemment le cas au cabinet, je vous parlais des prestataires, un de nos clients qui a développé une solution informatique, il a encaissé 10 millions d'euros quand même, et à la fin du contrat, son client lui demandait à ce qu'il remette la solution, et comme dans le contrat il n'y avait pas de clause de cession, notre client lui a dit bah, je te dois rien. J'ai encaissé, et l'autre de lui répondre mais je t'ai payé 10 millions d'euros pour faire quoi? Bah, tu as une solution qui fonctionne, par contre tu n'as pas le droit de la modifier. Elle m'appartient. Donc je pense que la partie adverse aurait été bien inspirée de faire revoir son contrat, ou au moins de se poser la question, parce que quel que soit le montant que vous déboursez pour votre prestataire ou pour votre salarié, vous pouvez le payer une fortune, ce salarié, il ne se déduit pas de ce montant-là que les droits de propriété intellectuelle vous appartiennent. Pas du tout. Il faut que ce soit prévu. Si ce n'est pas prévu, ça ne vous appartient pas. Voilà. C'est une coquille à 10 millions. S'il n'y a pas de questions. Bon, je pense que je pense qu'on a conclu. Soyons prévoyants dans la rédaction de nos contrats de travail. C'est le meilleur moyen d'entretenir la confiance aussi avec les salariés. Prévoir en amont et discuter en amont, c'est entretenir le lien de confiance qui permettra d'avoir une exécution du contrat dans de bonnes conditions et une rupture du contrat dans les meilleures conditions aussi. Oui, et si à l'aune de ce live, vous vous rendez compte que en réalité, vous n'avez pas de clause dans les contrats ou qu'elles sont mal rédigées, c'est toujours possible de rectifier le tir. Donc c'est peut-être le moment d'aller éplucher tout ça. Voilà, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais, exactement. Merci à tous.